à la décision en période de crise, hein. Donc on peut faire appel, quand on a le temps, à des gros calculateurs qui vont mettre des semaines à pouvoir modéliser un phénomène. Et de plus en plus se développent, pour les besoins de la gestion de crise, de nouveaux systèmes qu'on appelle des métamodèles. Alors c'est des modèles de modèles, si vous voulez, mais qui permettent d'aller exploiter moult résultats de ces modèles très lourds, font des statistiques à l'intérieur de ces résultats pour ensuite en extraire le diagnostic en quelques secondes. Donc on réexploite finalement tous les résultats passés pour essayer d'avoir le meilleur diagnostic répondant à la question posée par la cellule de crise. Donc ça, c'est tout un pan de la recherche qui est en train de travailler là-dessus et qui est très prometteur et j'espère pourra servir bien sûr les décideurs à prendre leurs décisions. Et je terminerai en disant sur cet aspect-là que, bien sûr, la gestion des incertitudes de ces modèles prend aussi de plus en plus d'importance, puisqu'il faut qu'on puisse donner aux décideurs la qualité de la réponse fournie par les modèles et par les expertises. Donc ça, c'est aussi très important. Le dernier défi qui nous attend, on en a aussi parlé dans les interventions précédentes, c'est ce que j'aurais appelé la transition citoyenne. C'est bien sûr ne pas oublier les acteurs, qu'ils soient citoyens, gestionnaires de territoires, services de l'État, bien sûr entités privées. Et je pense qu'effectivement, la recherche doit se mettre au service de ces acteurs. Et pour bien le faire, pour bien écouter ces besoins, il faut faire appel à ce que notre forum Enviro-Risque nous propose pendant ces 2 jours, c'est de l'intelligence collective. Il faut vraiment qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on démystifie la science et que les scientifiques écoutent les problématiques opérationnelles des acteurs pour pouvoir construire une recherche qui soit pleinement adaptée et fournisse les bonnes réponses à ces acteurs. Bien sûr, cela va dans le fait de développer la culture du risque aussi parmi nos populations. Voilà, donc je pense que ce forum donne une bonne image de ce que peut être cette transition citoyenne. Je voudrais terminer en disant que ces 3 défis sont à la base d'un programme de recherche assez ambitieux qui vous est présenté sur ce transparent, qui s'appelle donc IRIMA, qui a pour vocation de développer une recherche intégrée autour des risques, risques naturels, risques technologiques. C'est un programme qui est financé par France 2030 dans le cadre du PIA 4. Donc c'est un programme de recherche exploratoire qui a été donc déposé par un consortium d'une dizaine d'établissements et de laboratoires français, donc qui a été sélectionné en 2022 et nous sommes en train de construire les projets de recherche actuellement de ce programme. Donc c'est un coportage, on va dire, par le BRGM, le CNRS et l'Université de Grenoble. Plusieurs dizaines de partenaires au total seront impliqués dans les projets. Nous avons 8 projets ciblés thématiques qui vont s'orienter vers les risques en montagne, les risques littoraux, les risques NATEC, naturels technologiques. Beaucoup de postdoctorants, de thésards aussi seront financés par ce programme. Le budget total est de 52 millions d'euros, donc c'est un effort national inédit en matière de risque. Et bien sûr, beaucoup de ces activités vont concerner les acteurs du risque et les gestionnaires, du risque au niveau des territoires. Donc il y a, on va dire, quelque part une obligation dans ce programme de travailler de façon intégrée et de pouvoir faire participer les collectivités locales, les régions, les services de l'État et même les entreprises privées. Donc c'est un petit peu on va dire, le mandat que nous a donné l'ANR et le SGPI. Voilà, je voulais terminer là-dessus en vous disant que c'est un programme qui va durer quand même 7 ans. Donc pendant ces 7 prochaines années, j'espère que IRIMA pourra amener de la science, et amener des solutions, amener des démonstrations sur ce que peuvent faire les acteurs de la recherche pour la science des risques. Voilà, donc je terminerai en disant que comme le programme démarre, le plan de com démarre tout juste aussi, donc
Mais voilà, un site web va s'ouvrir, nous serons présents sur les réseaux sociaux et nous vous tiendrons informés, bien sûr, de toutes les avancées que produira ce programme de recherche. Merci. Merci Gilles. Alors, on a encore quelques minutes parce qu'on a démarré très en retard, donc on a au moins 7 à 8 minutes pour reprendre des questions de la salle sur l'ensemble des interventions. Donc je pense qu'il y a des micros qui vont circuler. Donc qui veut se lancer? C'est toujours compliqué d'être le premier ou la première à se lancer, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Sinon, oui, bien sûr, une réaction en attendant. Alors peut-être en attendant, et effectivement, pour vous donner un petit peu la vision qu'on peut avoir, nous, en tant qu'élus locaux, c'est extrêmement rassurant parce qu'on a un écosystème riche, parce qu'on a des chercheurs, parce qu'on a des gens qui, effectivement, travaillent sur des technologies qui sont aussi prometteuses. Maintenant, la difficulté de l'intelligence collective, vue du terrain, c'est qu'en fait, on ne parle pas tous le même langage. Ça, c'est un point. Et qu'il nous faut des translateurs, voilà, des connecteurs pour arriver à passer de la recherche à l'habitant. Et pour faire simple. Et puis, deuxièmement, c'est que ce contexte de gestion des risques et de crises successives ininterrompues est extrêmement anxiogène. Et je pense à Mme Vanin, que je connais par ailleurs. Pour l'habitant, ce contexte de crise est extrêmement anxiogène et qu'on a besoin de donner de la visibilité et de la confiance. Voilà. Alors merci, vous me faites chaud au cœur parce que la mission du Haut Comité, c'est justement de faire des connecteurs entre les différents mondes et pour qu'on puisse se parler, que ce soit le monde, je dirais, politique, le monde administratif, le monde industriel et le monde des collectivités, bien évidemment, c'est vraiment le cœur du Haut Comité. Alors, on va dire un petit mot. Il n'y a pas de questions encore. Alors, on poursuit. À plusieurs reprises ont été évoqués les aspects de transition climatique. Et c'est vrai que nous, c'est la raison d'être d'Engie, c'est d'accélérer cette transition et en prenant en compte toutes les parties prenantes. Et y compris et surtout, j'allais dire, les décideurs. L'aide à la décision, Jules l'a évoqué, c'est fondamental aussi. Et de plus en plus, on est dans une démarche, tu as parlé tout à l'heure de changement de culture. Maintenant, la résilience, depuis qu'on s'intéresse au sujet, on voit que c'est devenu d'abord quelque chose de beaucoup plus fédérateur et de beaucoup plus distillé dans l'ensemble de la société, et c'est très bien. Mais en plus, par définition, ça doit rassembler les gens. Alors, le langage, on va y travailler pour trouver un langage commun, mais j'ai bien reçu. Mais c'est vrai que pour nous tous, pour toutes les parties prenantes, c'est de la co-construction. Et il y a peut-être un aspect qui n'a pas été évoqué directement, sauf peut-être dans le cadre de la recherche, c'est la notion d'échelle. Dans les travaux auxquels on est associé à l'OCDE, par exemple, de plus en plus, on voit de quelle manière on peut travailler. Est-ce qu'on doit travailler sur la résilience à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une agglomération, d'un État, voire d'un continent, quand on écoute les Australiens. Donc c'est très intéressant de voir les différentes échelles. Et pour nous, à notre rôle d'opérateur, précisément, on travaille à toutes les échelles, que ce soit pour les choix énergétiques, les solutions apportées, les scénarios qui peuvent être développés. Et on le voit aussi, je me permets aussi de rebondir sur l'aspect d'économie circulaire, par exemple, tout ce qui est analyse du cycle de vie, ou la CVFME, c'est-à-dire les flux des matières premières sur un territoire donné, ce qui rentre et ce qui sort, la valeur ajoutée qui est créée, contribue aussi, comme la sobriété, fortement à la résilience générale de l'écosystème. Et cette notion d'échelle, c'est pour ça qu'on a vraiment les élus locaux, c'est fondamental, et les élus d'une manière générale, la notion de gouvernance est fondamentale pour la manière de répondre à ce défi, parce qu'il faut être positif. On est dans l'adaptabilité, la prévention et l'adaptabilité, et on a des solutions. Il faut avoir un discours porteur d'espérance sur la matière. J'avais une petite question pour Gilles, parce qu'on a parlé d'intelligence collective, et je voulais l'entendre sur l'intelligence artificielle rapportée, parce que c'est quand même la grande nouveauté, je dirais, un petit peu technologique. On en parle beaucoup en ce moment. Comment adapter? Est-ce que votre programme prendra en compte l'intelligence artificielle également dans ses travaux de recherche sur les risques?
Alors, effectivement, comme je l'ai dit, on ne peut plus faire sans, je dirais, y compris dans les laboratoires de recherche. Donc il s'agit maintenant de pouvoir exploiter, on va dire, des masses de données qui sont telles. Enfin, je prends l'exemple du programme Copernicus que sans doute beaucoup connaissent. Hein. Donc actuellement, il y a un archivage en termes de données satellites qui est monstrueux. Hein, c'est des terras de données, donc qui sont en partie gérés d'ailleurs sur des serveurs Amazon, parce que comment exploiter cette archive qui est monstrueuse, hein. On est vraiment dans le big data. Et c'est clair qu'on ne peut pas y aller avec des méthodes d'analyse conventionnelles. Et du coup, les algorithmes d'IA nous permettent de rentrer dans cet énorme monde de la donnée, d'imposer certaines règles de recherche et de statistiques, de corrélation, et d'en tirer l'information qui nous est utile dans nos modèles. Donc oui, bien sûr, l'IA sera partout. Oui, pas partout, mais je pense qu'on va l'exploiter partout où on pourra. Et effectivement, dans le programme, il y aura des projets qui seront dédiés. Notamment, il y a un module qui s'appelle Intelligent Mapping qui va bien sûr se focaliser sur ce problème-là. Sur ces questions. Oui. Alors, c'est le dernier moment là pour poser une question, parce qu'après, je vais rendre le micro. Vraiment, il n'y a pas... Ah, voilà. Alors, je vais vous tendre le micro, ça sera plus rapide. Pardon de vous poser cette question, mais Luc Langeron du département information et prévention à l'Entente de Valabre. On travaille beaucoup sur des campagnes de prévention des incendies de forêt et on regrette quelquefois de ne pas assez se poser la question de savoir quel niveau de protection on veut. Parce que dans l'effervescence de la réponse à la crise, on veut tout imaginer et on veut être parfait. Mais effectivement, on ne sera jamais parfait. Et il faut remonter à la base. Souvent, on ne le fait pas. C'est de savoir la personne qui est dans un territoire de risque, qu'est-ce qu'il veut comme niveau de protection individuelle, collective, hein, et qu'est-ce qu'on peut lui promettre. Et l'effervescence, c'est de lui répondre « t'inquiète pas, on fera tout ». Mais en réalité, on sait qu'on ne fera pas tout. Hein. Donc, comment vous prenez en compte cet amont-là qui considère comment on veut garantir des choses à ces gens qui vont à un moment souffrir d'un risque? Alors moi, je peux vous apporter une première réponse qui est pragmatique, pour avoir été confronté à la question lorsqu'on a fait le RITEX des inondations, ou quand on a fait, puisque j'ai participé à la gestion de l'information sur la tempête Alex, lorsqu'on dit, bah voilà, ce secteur-là a été plus que largement inondé et on ne pourra pas le sécuriser totalement, ou du moins correctement. Et alors, ça, c'est dans nos services techniques, avec les experts, avec les techniciens. Hein, c'est l'analyse rationnelle. On ne peut pas sécuriser ce point. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire? Si on veut faire quelque chose, en fait, il faut enlever l'habitat et le transférer. Et là, vous rentrez avec l'habitant en contact et vous dites, voilà, enfin, avec les habitants, parce que généralement, ce n'est pas une personne, mais plusieurs. Puis vous dites, bah, voilà le RITEX, donc il va falloir débétoniser. Donc on va essayer de mettre en branle tout un système administratif d'indemnisation, etc., qui est extrêmement long, complexe, etc. Donc votre maison, elle ne vaut plus rien de toute façon. Et puis on va essayer de vous reloger. Voilà. Et là, on rentre vraiment dans le dur, dans le conflit entre la personne qui a vécu un risque, que ce soit la tempête Alex, les inondations de 2015 chez nous, ou autre, qui n'admet pas, dans un premier temps, qu'elle ne puisse pas être sécurisée. Parce que la puissance publique doit sécuriser. C'est la vocation même de la puissance publique, qu'elle soit État, qu'elle soit collectivité, région, département, ville, et a fortiori le maire qui a porté de claque. Donc, vous devez nous sécuriser. Non, madame, c'est pas possible. Et là, les processus sont complexes pour faire admettre le résultat, pour faire admettre que, bah oui, il y a quelques années, on s'est peut-être trompé, voilà, ou on ne s'est pas trompé, mais le climat, il évolue, oui, l'adaptation, et les enjeux évoluent, et que si on veut demain vous garantir une protection, il va falloir qu'on fasse chacun un bout du chemin, voilà, et ça, c'est très difficile, et c'est vraiment tout l'enjeu de l'adaptation climatique. Et c'est l'enjeu du terrain auquel nous, on est confrontés
collectivités locales. La tempête Alex, sur la Vésubie, c'est 241 maisons qu'on a dû détruire. Donc c'est 241 familles qu'il faut aller voir et dire vous n'aurez plus vos souvenirs à cet endroit-là, vous n'aurez plus cet habitat-là. En plus, des fois, on n'a pas grand-chose à leur proposer en face. Et ça, vous devez faire une croix dessus. Et malheureusement, on est tous embarqués, experts, services, élus, services de l'État, etc., pour faire un constat et venir dire à quelqu'un, votre maison, il faut la supprimer. Et on va vous transplanter. Et je pense que malheureusement, on sera de plus en plus contraint à ce genre d'exercice. Donc il faut qu'on apprenne à travailler cette phase-là. Le lien entre le politique, le technique et l'humain est un point délicat. Alors, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé de 10 minutes un peu le temps qui était parti. Donc un grand merci, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Comme on dit, sans plus tarder, je passe le micro à qui ? À moi. Ah bah voilà, ça y est, tout est fait. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas d'aller visiter les stands, tous les stands, y compris les nôtres, pendant les pauses. Merci. Merci Christian, merci aux intervenants. On vous garde dans l'amphi, on ne va pas sortir tout de suite, on va enchaîner sur une autre séquence. Je regarde la régie, normalement on va pouvoir peut-être en transition avoir un petit rebond sur la séquence qu'on vient d'avoir par du dessin, par de la médiation graphique, avant d'enchaîner. Juste pour dire, normalement en rentrant dans l'amphi, vous avez eu un petit flyer comme celui-ci, avec une petite fiche de rôle pour la suite. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez lever la main et puis on vous en distribuera. C'est de manière à interagir sur la séquence suivante. Alors, voilà, donc ça c'est ce qui a été croqué de ce qui vient d'être dit pour marquer des idées forces. Et on a la chance de pouvoir... On peut effectivement, ça peut être commenté par l'auteur. Alors, j'ai pas tout à fait fini, mais je profiterai de la pause pour le faire. Donc, ce que j'ai représenté, c'est... j'ai bien aimé la citation de Syntex au début, et j'en déduis que finalement, quand on assemble des pierres, on peut faire des cathédrales, et l'intelligence collective, c'est pareil, ça donne du sens, ça donne de l'espoir, et ça développe des capacités qui n'existent pas quand on est tout seul. Donc, sur Cannes, j'ai repris les points qui ont été abordés par l'intervenant, avec le choc de 2015, et finalement... toute une série d'axes qui ont été développés sur les outils, les process, l'inspiration des autres, un plan d'action solide. On structure la coopération pour ne pas être débordé par l'afflux d'aide quand la crise est là. L'implication des habitants également qui s'anticipent. Et puis savoir s'entourer d'innovation, savoir mobiliser les ressources et les aménités du territoire, y compris en termes d'innovation technologique. Voilà, avec un exemple de plateforme multirisque. Le deuxième point, c'est en haut à droite. Donc c'est sur... j'ai bien noté que la résilience, c'est une approche qui est à la fois ambitieuse et modeste. Et j'ai noté des recommandations. Donc, le diagnostic doit intégrer un volet social et l'interconnexion des acteurs, puisqu'effectivement, quand on a un terreau d'acteurs qui ne se connaissent pas, ce n'est pas en crise qu'ils vont développer des liens efficaces. Travailler par scénario, notamment grâce à l'innovation numérique, ça a été repris aussi à la fin. Bien anticiper les effets cascades en raisonnant en flux et en attractivité du territoire, parce que ce n'est pas toujours pris en compte quand on gère la crise, de se dire quels sont les impacts sur le long terme, sur l'économie, le tourisme, l'artisanat, etc. Et puis, développer des approches sectorielles, puisque c'est de cette façon qu'on sait appréhender notre monde technique, mais toujours au sein d'une approche holistique, c'est-à-dire qui va prendre en compte toutes les interactions, qui va voir plus grand que les seuls secteurs techniques. On a terminé par 3 défis. La transition climatique, avec un enjeu de caractérisation des aléas, de développer des solutions aussi fondées sur la nature, qui sont un investissement dans le temps finalement, puisqu'on n'a pas des résultats forcément immédiats, mais on va avoir des gains dans le temps et durables. La transition numérique, avec l'enjeu d'interopérabilité des systèmes et la question du stockage, qui est revenu aussi quand on a parlé de l'intelligence artificielle à la fin. Avec, le stockage est une vraie question. Et puis la transition citoyenne avec la nécessité de développer l'écoute entre sphères sociales et professionnelles, et puis l'intelligence collective
avec, voilà, j'ai noté, il faut des traducteurs, effectivement. Et puis, je vais finir par l'intro. Donc, j'ai retenu de Christian Somat qu'il fallait apprendre à être surpris et que finalement, la résilience, on devait viser tous les risques, y compris choc et transition plus lente, qu'il était important de développer une autonomie stratégique pendant la crise, que c'était vraiment devenu une réalité pour les territoires et qu'il y avait un fort enjeu de professionnalisation. Merci beaucoup. Bravo à vous. Alors, je reviens juste avant le début de la séquence sur ces petits livrets. Donc, normalement, vous avez tout ce qu'il faut dedans pour prendre une part active à la séquence qui va venir. Donc, via le téléchargement d'une application, vous avez un petit flashcode à... Voilà, donc il y en a qui s'en servent déjà de l'application, visiblement. Et donc, toutes les interactions avec vous passeront par cette application. Si vous ne la téléchargez pas, ce n'est pas grave non plus, mais vous n'avez pas les mêmes possibilités. On ne vous demandera pas de monter sur scène, ce sera juste via votre téléphone, c'est anonyme, donc voilà, pas de pression pour participer. Alors cette séquence, elle s'inscrit dans le thème, en perspective avec le thème spécifique de cette édition d'Environ-Risque, marqué donc par l'innovation et l'intelligence collective. Donc on est vraiment à la croisée entre des questions de technologie et puis derrière, ça vient rencontrer des utilisateurs, concrètement des sociétés, des populations, des usagers. Et nous avons voulu illustrer ce croisement d'enjeux avec le thème de l'alerte. L'alerte qui est un thème déjà assez large, qui embrasse beaucoup de choses, puisque c'est vraiment, là aussi, à la croisée des chemins, entre des outils techniques pour assurer l'alerte en tant que telle, et puis derrière, comment l'opérer, quel message faire passer, comment une alerte peut être reçue, etc. Et bien, je vois que je suis bien accompagné. Alors, on va tout de suite se tourner vers une entreprise qui s'appelle Chloribule, qui se trouve sur cette commune que vous ne connaissez peut-être pas, qui est Etrelat, sur laquelle on se trouve. Et j'ai l'impression que quelque chose se passe de ce côté-là, avec un directeur sûreté un petit peu inquiet. Oh, que se passe-t-il? On dirait un signalement en provenance de l'entrepôt 3. Boris, tu peux m'afficher le détail du signalement, s'il te plaît? Hop, tel que je le vois là, il semblerait qu'on ait un problème avec un chariot élévateur qui a un problème de batterie, échauffement et gonflement. Oh, une alerte, c'est pas bon ça. Oh, c'est pas très bon ça. Boris, tu peux me regarder sur l'hyperviseur si tu as des informations précises à me transmettre, s'il te plaît? Ici Patricia, le chariot élévateur que je venais de mettre à l'arrêt vient de prendre feu. Le feu gagne rapidement du terrain, il faut vite intervenir. Bien reçu Patricia, où êtes-vous? Bien reçu Patricia, où êtes-vous exactement? Dans l'entrepôt 3, à quelques mètres du chariot, des collègues tentent d'éteindre l'incendie, mais ça ne marche pas, venez m'aider. Bien reçu Patricia, surtout ne paniquez pas, faites évacuer l'entrepôt, je vous envoie les équipes d'intervention de suite. Donc on est sur un événement qui est parti d'un simple feu de batterie qui se propage dans notre entreprise, qui stocke des produits dangereux. Et la conséquence de ça, on a une épaisse fumée noire qui s'échappe de l'usine, qui est visible à des centaines de mètres à la ronde, ce qui fait qu'on n'est plus juste sur quelque chose qui intéresse la seule entreprise, mais qui intéresse tout le territoire. Et il commence à avoir d'ailleurs des remontées d'informations qui arrivent au niveau de la commune d'Etrelat. Oui, d'accord. Et à quelle heure elle est la réunion cet après-midi? Ah, un instant. Il faut que je vous rappelle, là, j'ai le signalement on a un problème visiblement sur la zone industrielle. Je vous rappelle, excusez-moi, il faut que je vérifie avec l'équipe. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'afficher l'hyperviseur? Parce que visiblement, on a un souci. Est-ce qu'on a une remontée de terrain sur notre hyperviseur qui nous confirmerait qu'il se passe quelque chose? Alors, visiblement, on en a une. Ok. Donc là, visiblement, on a une photo. Qu'est-ce que c'est de la fumée? Attendez, ça c'est une vraie photo, ça? Ça c'est en ce moment?
Ok, donc c'est parce que ça, c'est pas un problème. Là, ça ressemble plutôt à une catastrophe. Est-ce qu'on a d'autres retours? Parce que là, il faut vraiment qu'on valide la situation. Est-ce qu'on a d'autres retours terrain pour le moment? Si on a des témoins oculaires directs qui ont des choses à témoigner, qu'ils n'hésitent pas à le faire remonter. Alors là, j'en ai une. Visiblement, on a de la fumée qui pique la gorge. D'accord, donc là, on est près de la rue du Faubourg. Est-ce qu'on en a d'autres? Moi, je les reçois sur mon téléphone. Je vois qu'on a aussi... D'accord, une maman qui demande si elle peut aller chercher ses enfants à l'école et qui signale aussi un panache de fumée. Donc visiblement, écoutez, c'est confirmé, l'équipe, on va enclencher le dispositif. Donc l'incident continue à se développer. Donc on est parti au niveau d'un site industriel. On l'élargit à un territoire, dans un premier temps celui de la commune directement impactée. Et puis, on continue à avoir une gradation jusqu'à une prise en main par l'État, par la préfecture. On va directement aller en préfecture où monsieur le préfet allait commencer un point presse. Jeudi 28 septembre, en fin de matinée, un incident est survenu sur le site de l'entreprise Chloribule, localisée sur la commune d'Étrelat, et qui exerce une activité d'entreposage de produits chimiques dont certains proviennent d'une usine Seveso voisine. Selon les informations communiquées par l'entreprise, un feu s'est déclaré vers 11h30 suite à l'explosion de la batterie d'un chariot élévateur. L'incendie a très vite pris de l'ampleur en se propageant à des liquides combustibles conditionnés en fût, ce qui cause l'importante fumée noire qui s'échappe du site. Dès 11h55, j'ai déclenché le plan particulier d'intervention et j'ai instauré une mesure préventive de confinement des habitants résidant dans un périmètre de 500 mètres autour du site, dans l'attente des résultats des premières analyses sur la nocivité éventuelle de la fumée. 2 écoles primaires sont présentes dans ce périmètre et appliquent, elles aussi, les mesures de confinement. Les enfants sont pris en charge par les équipes éducatives et municipales. À l'heure où je vous parle, plus de 200 pompiers sont mobilisés, conjointement avec les équipes d'intervention de l'exploitant, pour combattre l'incendie qui n'est pas encore maîtrisé. Les forces de l'ordre sont également déployées autour du site pour faire appliquer la mesure de confinement et assister la population, appuyée par des personnels de la commune d'Étrelat, ainsi que par des membres de la réserve communale de sécurité civile. Je veux ici leur exprimer ma reconnaissance et mon soutien. Vous le comprenez, la situation demeure très évolutive. J'appelle donc la population à garder son calme, à se tenir informée des consignes diffusées et à réserver ses appels aux services de secours aux seules situations d'urgence. Monsieur le préfet, je vous remercie. Donc là, on s'est fait en un temps très concentré, une phase qu'on pourrait appeler d'alerte montante, avec une problématique déjà d'être en mesure de détecter précocement un fait générateur. Ici, un incident industriel, on aurait pu en choisir un autre, catastrophe naturelle par exemple. Et donc il y a un enjeu donc, de capter ces signaux, de les faire remonter, et sur la base de ce qu'on comprend de la situation à partir de ces remontées d'informations, ensuite d'entreprendre un certain nombre d'actions, dont de l'alerte descendante, c'est-à-dire atteindre un public, qu'il soit, ça peut être des équipes d'intervention, ça peut être une équipe qui va créer une cellule de crise, ça peut être derrière également des publics. Et donc, il y a une vraie problématique d'alerte descendante qu'on va commencer à questionner peut-être avec ces 3 perspectives. Je me tourne d'abord au niveau de l'industriel pour savoir comment vous le gérez au niveau de votre site, pas forcément sur ce sinistre en particulier, mais sur ce type de sinistre. Quelle serait votre démarche en termes d'alerte ? Alors, effectivement, au sein de Chloribule, de par nos activités, et comme va vous le montrer Boris sur cet écran, nous avons mis en place une procédure structurée et adaptée aux incidents susceptibles de nous impacter. L'objectif de ce protocole, pour bien comprendre, est de répondre de façon coordonnée, graduée et proportionnée aux différentes situations, mais aussi d'intervenir le plus rapidement possible pour assurer la sécurité du personnel, des installations, mais aussi de l'environnement. En termes de moyens, notre dispositif prévoit la mobilisation et la formation de l'équipe de direction, du personnel, des équipes d'exploitation ainsi que de nombreux collaborateurs. Naturellement, notre dispositif est régulièrement testé et évolue continuellement.
Enfin, nous utilisons de multiples outils, dont l'hyperviseur que vous voyez ici, une sorte d'application qui nous permet de suivre une situation en temps réel, d'échanger, de communiquer avec notre équipe, nos équipes, pardon, ou encore d'envoyer des messages type pré-rédigés. Et à ce propos, Boris, est-ce que tu peux envoyer le message aux collaborateurs, s'il te plaît? Je vous remercie, c'est très clair. Je me tourne du coup vers vous, au niveau de la commune d'être là. Comment, pour une collectivité qui a des problématiques d'alerte qui sont sensiblement différentes, comment vous le gérez, déjà en termes de mission, en termes d'outils? Et tout à fait. Au niveau de la collectivité, nous disposons de 2 dispositifs d'alerte. L'un qui est dédié à la gestion de crise et l'autre qui est dédié à l'alerte de la population. Pour ce qui est du dispositif de gestion de crise, on s'appuie sur notre outil pour pouvoir diffuser de l'information qui soit assez rapide, à la fois pour pouvoir mobiliser la cellule de crise, activer le poste de commandement communal et prémobiliser éventuellement même la réserve communale de sécurité civile. Pour ça, on s'appuie sur des messages qui sont pré-rédigés et qui peuvent partir instantanément. Donc c'est un petit peu le cas là actuellement que l'équipe est en train de mettre en œuvre. Et on a un autre niveau d'alerte, en fait l'autre dispositif qui est dédié à la population. Et là, plusieurs moyens en fait, de gestion de crise, d'alerte, qui vont être d'une part l'hyperviseur qui va nous permettre de diffuser de l'information à tous les citoyens qui se seront inscrits volontairement sur le dispositif pour pouvoir recevoir ces alertes. Donc on complète ça avec les réseaux sociaux, bien sûr, pour que l'information puisse circuler. Et là, la spécificité, c'est qu'on ne peut pas partir sur des messages qui sont déjà établis. Il va falloir qu'on les personnalise au cas par cas selon la situation. Très bien, c'est très clair. Donc, avec des outils propres, effectivement, une problématique de communication avec la population qui posait aussi la question de quel message faire passer. Je me tourne donc à nouveau vers vous, Monsieur le Préfet. Comment, au niveau de l'État, cette question de l'alerte à la population, qui est une compétence partagée, une mission partagée avec les collectivités, comment vous la gérez? Effectivement, nous aussi, au niveau de l'État, en tant que représentant de l'État, nous avons le devoir d'alerter la population, de l'informer de la situation et puis de la mettre en sécurité. Cependant, il nous faut collecter davantage d'informations, de prendre de la hauteur pour envoyer des messages vraiment ciblés et pertinents. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous privilégions le premier niveau d'information via la commune et les collectivités locales. Ensuite, nous disposons d'un outil puissant qui s'appelle FR Alert et qui envoie une alerte ciblée sur une zone considérée. Et c'est peut-être ce que nous allons mettre en œuvre ultérieurement. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est assez clair sur les outils, sur les modalités d'alerte qui sont complémentaires mais différentes selon les acteurs. En termes de messages, là je me tourne vers vous à nouveau au niveau de la commune. Pour le message à la population, vous disiez que pour le coup, ce n'était pas une banque de messages pré-rédigés, ou en tout cas, il y a la nécessité d'adapter le message à la situation. Sur ce type de situation telle que nous venons de vivre, quelle serait pour vous la bonne manière, les messages à communiquer, peut-être les écueils à éviter? Alors, pour commencer, pour nous, il est primordial de pouvoir bien évaluer la situation avant de pouvoir envoyer la moindre alerte, parce qu'on a 3 enjeux principaux. Ça va être d'assurer en fait la mise en sécurité de la population, donc pouvoir transmettre des consignes qui vont être claires et adaptées, et pouvoir naturaliser l'événement, enfin pouvoir leur dire qu'est-ce qui se passe. Le deuxième enjeu pour nous, c'est de pouvoir faciliter en tout cas la mise en œuvre des actions de sauvegarde par les équipes en les préservant des sollicitations directes. Et puis un troisième enjeu, s'il fallait le citer, c'est aussi conserver la confiance des populations en communiquant de façon régulière et transparente et aussi en montrant que la commune est active, que des actions sont engagées et aussi en évitant tout effet de panique et de fausses rumeurs. Et à ce propos, l'équipe a établi 3 niveaux de messages, 3 propositions de messages. Et je pense que vous pourriez nous être utile pour aider à choisir lesquels diffuser. Très bien. Alors, vous les découvrez à l'écran. Normalement, vous devriez les avoir également sur vos téléphones si vous avez l'application. On vous invite à, vu qu'on a un panel d'experts devant nous, on va vous mettre à contribution pour choisir le message qui vous semble le plus adapté dans ce contexte-là. Il n'y a pas de bonne réponse. On ne fait pas de notation derrière.
on vous laisse quelques instants déjà pour lire ces messages, les découvrir et puis voter. Bon, le match semble à l'avantage net du message numéro 3. On peut les remettre. Est-ce que tu peux les remettre à l'écran, s'il te plaît, Boris, les messages? Donc, je vais vous les lire si c'est un peu petit. Donc, le message 1, alerte, une incendie vient d'avoir lieu sur un site stockant des hydrocarbures au sein de notre commune. Attention. Le 2, incendie au sein du site Chloribule associé à un dégagement de fumée. Confinez-vous au plus vite dans un bâtiment situé à proximité. Les secours vont arriver. Et le 3, alerte incendie. Incendie associé à un dégagement de fumée sur le site de Chloribule. Confinez-vous, évitez la zone. En cas d'urgence, appelez les secours. Donc, je ne sais pas, Madame le maire, ce que vous souhaitez faire à la réception. À ce niveau-là, j'ai quand même envie de faire confiance aux experts qui nous appuient aujourd'hui. Donc, on va diffuser le message numéro 3, s'il vous plaît. Je vais laisser le temps à l'opérateur d'envoyer les messages. Et ce qui va nous amener à la même question, finalement, aux côtés de l'État. Donc on a bien compris que vous aviez des outils qui ne sont pas les mêmes, que vous pouvez avoir une logique d'alerte qui n'est pas sur le même territoire exactement. Mais en termes de contenu du message, sur quel type d'information iriez-vous dans ce type de phénomène ? Alors effectivement, la collectivité a envoyé son message. Il revient donc à l'État de faire de même. Alors, il faut déjà que nous soyons cohérents. On va prendre connaissance de ce qui a été envoyé pour rester dans le même esprit. Il y a donc forcément des éléments qui seront très similaires. Mais au-delà de ça, il y a cette procédure de confinement que j'ai mise en œuvre dans le périmètre de 500 mètres. Donc, il convient d'en informer la population. Pourquoi ? Pour la rassurer sur la prise en main de la situation par l'État, par la préfecture. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment de la mettre en sécurité par le biais de ce confinement. Et ensuite, de la sensibiliser sur le nécessaire respect des consignes et au bon usage des numéros d'urgence. Donc mes équipes ont également travaillé à la rédaction de 3 messages. Et ce que je vous propose, peut les découvrir ? C'est également de sélectionner un de ces 3 messages pour l'envoi aux populations de la part de l'État. Alors dans ces cas, je vais les lire. Voilà, ça c'est les bons. Donc vous pouvez à nouveau les découvrir sur vos téléphones et puis voter. Hein. Donc le 1, ils sont déjà plus verbeux. Hein. Abritez-vous immédiatement dans un bâtiment clos à proximité afin de limiter l'exposition au danger. 2, fermez les fenêtres, portes et aération. 3, arrêtez la ventilation. Évitez toute flamme et toute étincelle. Respectez les consignes des autorités diffusées à la radio, à la télévision ou sur les sites institutionnels. Le deuxième message. Signalement de l'émetteur, préfecture Côte-du-Rhône, commune d'Estrella, site Chloribule, alerte explosion et dégagement de fumée. Abritez-vous dans un bâtiment, évitez le secteur et la commune, fermez fenêtres, portes et aération, restez attentifs aux autres consignes diffusées par les autorités. Plus d'informations sur le site et le lien. Et le 3, alerte extrêmement grave, message de la préfecture des Côtes-du-Rhône, commune d'Estrella, site Chloribule, alerte incendie et fumée. Abritez-vous dans un bâtiment, fermez fenêtres, portes et aération. Coupez la ventilation si possible, écoutez la radio, France Bleu, la télévision ou les comptes officiels des autorités jusqu'à la fin de l'alerte. Alors, est-ce qu'on peut aller voir les résultats du vote, s'il vous plaît ? Alors, il y a clairement une option qui emporte une majorité, une forte majorité. Néanmoins, le message 2 a également quelques partisans. Est-ce que vous souhaitez retenir le message en l'état, le retravailler ? Évidemment, en tant que préfet, c'est celui que j'aurais choisi. C'est conforme.
Et en addition, ce que je voulais dire, c'est qu'il est impératif de suivre les informations à la télévision, les informations régionales ou à la radio. Merci, Monsieur le Préfet. Je vous invite, s'il vous plaît, à nous mettre... on va se tenir nous-mêmes informés. Donc on a la télévision qui est allumée pour suivre le déroulé des opérations. Je pense qu'on peut également allumer la radio pour avoir le son. Non, pas de radio, on n'aura pas le son. Donc ça souligne déjà effectivement le fait qu'une situation est évolutive, d'où la nécessité de se tenir informé, que l'alerte n'est pas un temps, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est pas une fois que l'alerte est donnée, c'est fini, c'est bien une problématique d'alerte et d'information. Donc au fur et à mesure que la situation se développe, on peut être amené à faire de nouveaux messages, d'interagir avec sa population. Et voilà, donc on va... Ce que vous auriez dû voir, parce que c'est de la démonstration, et la démonstration ne fonctionne pas toujours, c'est qu'on peut aujourd'hui à la fois envoyer des alertes sur des téléphones, mais on peut jouer sur des multimodalités, on peut interrompre des programmes de télévision, on peut interrompre des programmes radio, etc., etc. Donc la problématique de toucher le citoyen on dit dans le dernier kilomètre, voire dans le dernier mètre, ça repose également sur un certain nombre d'outils. Voilà, on a fini sur cette séquence de mise en situation. Merci beaucoup pour votre participation active. Merci pour mes collègues qui se sont prêtés au jeu de faire un peu de composition. Et j'invite Gaël Musquet à me rejoindre, qui nous fait le plaisir d'être grand témoin de cette édition d'Envirorisque et qui a beaucoup travaillé sur les problématiques d'alerte, ainsi que Ghislaine Verriest, qui est directrice générale de la FSNT. Et donc qui travaille sur les notions d'alerte, beaucoup plus sur l'angle de la sensibilisation de la population. Donc l'idée, on a un petit peu de temps maintenant pour pouvoir parler de l'alerte, qu'on est venu juste donner des bases à la réflexion, mettre des graines à la fois sur le thème de l'alerte, mais qui peuvent vraiment aller beaucoup plus loin d'ailleurs, ce qui seront des thèmes qui vont être travaillés dans les ateliers cet après-midi et demain après-midi. Donc on a un peu de temps. L'idée, d'abord, j'ai quelques questions à vous poser parce que j'aimerais bien avoir votre point de vue et puis qu'on échange avec vous, parce que finalement, on n'est pas plus compétent ou sachant sur le sujet que vous ne l'êtes probablement. Juste avant, on va vous faire le retour son quand même qu'on aurait dû avoir. Oui, si on peut l'avoir. On aurait dû avoir ce son-là, normalement, qui est le son des fers alerte qu'on aurait dû entendre à la fois sur les téléphones, mais aussi potentiellement sur de la radio et de la télévision. Voilà, c'est le son c'est la petite transition qui a loupé tout à l'heure. Donc, vous pouvez profiter à la fois sur la télé et sur la radio, et évidemment sur vos téléphones. Pour ceux qui ne savent pas encore comment FR Alert se matérialise d'un point de vue sonore, mais aussi au niveau des vibrations, qui sont pour les personnes malentendantes et malvoyantes, c'est le son que vous entendez à l'occasion des FR Alert. Voilà. Petite parenthèse. Merci. Et on peut y aller. Eh bien non, mais c'est très bien, parce que justement, on voit qu'il y a un point d'entrée quand même sur l'alerte, dont on a beaucoup parlé, notamment l'année dernière, qui est autour de la technologie, c'est-à-dire les canaux pour gérer cette alerte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, à la fois peut-être sur ces différentes modalités qui existent aujourd'hui, qui sont exploitées ou non, et puis peut-être comme ça peut se dessiner demain, les perspectives en la matière. Déjà, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si M. Kert est encore présent dans la salle. Il a dû partir. C'est une personne assez importante, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'années que j'ai croisé. Et si je suis devant vous un peu aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a beaucoup encouragé quand je faisais mes classes au ministère de l'écologie à poursuivre ses travaux en tant que citoyen sur un projet qui s'appelle OpenStreetMap, et que l'on a poursuivi justement en se rendant compte justement que sur les crises, on n'était pas forcément toujours armé sur des territoires où on a ces crises qui sont cycliques, pour alerter et prendre soin correctement des populations. On a la chance d'être un grand pays qui, pas très loin d'ici, a normalisé et normalise encore
ce que sont ces mécanismes d'alerte des populations sur les réseaux radio, et on a la chance d'en avoir 3 en cours de déploiement en ce moment, la 5G, le DVB-T2, qui est la norme numérique terrestre qui va remplacer le DVB-T, la TNT, et le DAB+, qui est la norme radio numérique terrestre, qui va pour l'instant être concomitante à la bande FM, mais qui va évidemment bientôt remplacer à terme cette bande FM. On a la chance de déployer ces 3 réseaux. Et on est un pays où on a mis plus de 25 ans à profiter de la norme alerte cellulaire qui est actuellement utilisée dans FR Alert. Donc c'est la preuve que la technologie aujourd'hui peut être existante, elle peut être même très ancienne, 25 ans, c'est énorme, j'en ai 43. La volonté politique, elle peut ne pas toujours suivre, et la volonté industrielle aussi. Il a fallu que l'Union européenne nous impose en 2018 le déploiement de ces normes cellulaires pour pouvoir alerter les populations. Donc au 21 juin 2022, tous les territoires européens, la France n'y échappe pas, sont censés déployer évidemment ces protocoles, en l'occurrence en France, FR Alert. Il existe 2 autres normes, l'EWS, l'Emergency Warning System, et l'EWF, Emergency Warning Functionality. Donc la petite radio que vous avez par terre, c'est la première radio de fabrication européenne qui supporte l'EWF, qui permet, comme pour l'alerte cellulaire, de couper tous les multiplex radio. Donc vous n'avez plus aucun programme audio et vous n'avez qu'un seul programme d'alerte qui est diffusé sur l'ensemble des autoradios, des radios numériques qui reçoivent ces programmes. Et pareil pour la TNT, le type d'écran que vous avez ici, c'est ce dont bénéficient déjà nos voisins canadiens, américains, indonésiens sur leur télévision. On a la chance d'avoir en France 2 sociétés qui innovent en la matière au niveau international, mais pas chez nous. Amarisoft et Enensys, pour les citer. Enensys qui a équipé toutes les têtes d'émetteurs, y compris les têtes d'émetteurs russes, télévision, pour pouvoir diffuser, couper tous les multiplex de télévision et diffuser un seul message d'alerte en cas de tornade, en cas de bombardement. C'est le cas en ce moment du côté de la Russie et de l'Ukraine. On est en capacité aujourd'hui, numériquement, techniquement, technologiquement, d'alerter les populations sur tous les canaux sur lesquels ces populations sont à l'écoute. Maintenant, il faut une volonté politique et il faut aussi une volonté industrielle de la part des chaînes de télévision, de la part des radiodiffuseurs, de la part des opérateurs de téléphonie mobile, pour pouvoir le faire. Et pour juste conclure, beaucoup de personnes ne regardent plus la télé de manière linéaire, sont sur des réseaux ou des grands réseaux d'opérateurs américains qui diffusent en streaming du contenu. Les sénateurs américains, il y a quelques années, ont proposé des textes de loi qui permettent aussi à ces grands streamers, à ces grands diffuseurs, d'interrompre les programmes à partir du moment où la personne est dans une zone impactée par une crise. Donc on voit que même sur la manière dont les contenus aujourd'hui sont consommés, les législateurs à l'étranger sont aujourd'hui conscients qu'il va falloir aller toucher progressivement les populations aux endroits où elles sont en train d'écouter ou de regarder un contenu. Merci beaucoup. Là, donc, tu nous as parlé d'une capacité à venir capter les populations, quelle que soit leur modalité de consommation d'une information. Quand même, il faut que ce soit médié par une technologie, mais vu par un dispositif d'État. Tu as parlé des FR Alert. On a vu que les collectivités, voire un opérateur d'un site industriel par exemple, mais ça peut être de réseau de transport, etc., n'ont pas accès à ces modalités d'alerte et donc coexistent d'autres modalités, donc avec des automates d'appel, des applications telles qu'on a vu tout à l'heure qu'on a utilisées. Tout ça, en fait, ça pose aussi la question de... On a essayé autour de la séquence un peu participative de toucher sur quel message et quelle perception et comment finalement un message envoyé va venir rencontrer, faire écho ou pas à une population. Ghislaine, moi ça m'interroge justement sur ce côté acculturation des populations et comment faire en sorte que ce message soit bien reçu, bien compris, en tout cas du point de vue des populations. Alors la question est simple et à la fois complexe. J'en discutais avec Jean-François Sidaner dans la salle qui me soufflait quelques pensées à
à l'oreille tout à l'heure. On l'a vu, c'est vrai qu'on a des dispositifs qui existent, on a un gros potentiel en termes de diffusion de l'alerte. On croit beaucoup au multimodal, multivecteur, c'est comme ça qu'on atteindra les cibles. Mais il faut qu'aussi l'alerte soit crédible, légitime, comprise par la cible qu'est la population et qu'elle sache quoi faire de ce message. Alors on a regardé effectivement différentes formes d'expression, mais finalement, est-ce que ces messages-là reçus vont être le déclencheur de quelque chose ? Et ça, là, on a mis en situation par rapport à un choc, on réagit, mais finalement, cette guerre-là et cette situation de crise, elle va se gagner en termes de réussite en temps de paix. Et tu parles d'acculturation, c'est vrai que c'est tout l'enjeu de la culture du risque aujourd'hui, alors de longue date, hein, on a un système français très ancien sur la prévention des risques technologiques et naturels, mais sur la perception des risques et la culture du risque, on a beaucoup à apprendre. Au niveau de l'association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques, on a voulu, au lancement de ce projet associatif avec nos partenaires et nos membres, écouter ce que nous disaient les Français. Donc avec l'IFOP, on a lancé une enquête auprès de 10 000 Français pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient de cette question des risques et justement est-ce qu'ils connaissaient les systèmes d'alerte et ce nouveau système de cell broadcast très efficace FR Alert, et quand bien même ils recevraient ce message, est-ce qu'ils seraient en capacité d'agir ? Et là, les résultats nous invitent, alors on peut les voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais en tout cas à poursuivre le chemin et à intensifier nos efforts, à multiplier les vecteurs et surtout l'éducation des plus jeunes et la préparation des citoyens. Quelques chiffres avant de développer plus avant. Quand on interroge 10 000 Français sur connaissez-vous certains outils dont FR Alert, 30% d'entre eux nous disent oui, j'ai déjà entendu parler d'FR Alert, ce qui ne veut pas dire que complètement ils savent ce qu'il y a derrière, mais au moins 30%. Donc le système est assez jeune, on pourrait se dire 30% c'est faible, on voit qu'il y a une voie d'accompagnement possible là-dessus. Quand on leur dit, si vous recevez le message et si vous êtes face à une situation, est-ce que vous connaissez les bons comportements ? Là, c'est beaucoup plus négatif. 80% des Français nous disent déjà ne pas suffisamment être informés d'une façon générale sur les risques, et 70% disent on ne connaît pas les bons comportements, on ne sait pas en fait les bons réflexes, et on n'est pas suffisamment mis en situation dans notre vie pour l'être. Les 30% qui nous disent « je saurais réagir, je connais les risques sur ma commune », ont appris les bons comportements à l'école et sont en capacité d'être attentifs à ce message d'alerte. Et ce qui ressort également quand on interroge les gens, qu'on discute sur le terrain, et même nous, en tant que spécialistes, que ce soit l'État, les collectivités, des experts, on le voit dans les médias, on confond souvent la notion de vigilance et d'alerte. Et on a l'impression, c'était Madame Brunto qui disait tout à l'heure, qu'on est en crise perpétuelle et qu'on est assommé de messages de vigilance et d'alerte. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à faire distinguer ce qui est de la vigilance, finalement cette information sur un danger potentiel qui nous met tous en veille, citoyens compris, pour aller chercher de l'info, et cette alerte que vous avez simulée là, qui est vraiment le danger est imminent ou il est même en cours de déploiement, et là on attend du réflexe. Mais si ce principe existe, il faut être sûr que la population soit en capacité d'avoir ce réflexe. Et malheureusement, pour finir et te relaisser la parole, quand on demande aux gens, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes conscient et que vous auriez les bons réflexes? Alors il y a l'éducation à l'école qu'il faut, à mon avis, plus développer. C'est vrai que les maths, le français, c'est bien, mais apprendre à être un homme, une femme, et puis à être résilient aujourd'hui, ça devient vraiment un fondamental. Alors c'est vrai qu'il y a des exercices de tout type et que ça se développe, mais je pense qu'on a encore des voies. Et puis l'expérience vécue ou simulée, comme on l'a vécu avec vous, est également essentielle pour se préparer à recevoir cette alerte et savoir quoi en faire en termes de réflexe. Merci. Alors, j'ai encore une petite question pour tous les deux avant de vous donner la parole. C'est que j'ai bien compris qu'il y a une question un peu de continuum d'information, c'est-à-dire que pour parler en temps de crise, il faut déjà avoir un dialogue en temps de paix. Après, tu as introduit la question entre le distinguo entre la vigilance et l'alerte. On voit que l'alerte, ce n'est pas n'importe qui la donne. Et donc, on rentre dans un dialogue de... Le maire s'adresse à nominer presque à sa population, le préfet s'adresse à nominer à sa population. Comment faire pour que ce message soit bien perçu alors que le dialogue entre ces personnes, c'est-à-dire le maire et ses administrés, peut-être un peu plus, mais le préfet et son bassin de population,
comment faire en sorte qu'il soit, enfin de l'inscrire dans un dialogue plus quotidien sur les risques, d'avoir un narratif de long terme. Là, on est vraiment dans le travail de fond de la communication, de l'implication des citoyens à se préparer à faire face. On est dans l'acceptation aussi au niveau des territoires, mais c'est de plus en plus le cas que cette exposition au risque et ce vécu événementiel fait partie des caractéristiques des territoires au même titre que d'autres et qu'il ne faut pas être tétanisé par ça, mais s'en saisir. Sur le fait que oui, effectivement, il y a des canaux légitimes et plus crédible, c'est vrai qu'il y a parfois des ruptures de crédibilité ou de lien entre l'État, les citoyens et les collectivités, les citoyens, c'est vrai. Mais là, je dirais, on peut quand même s'appuyer sur des relais locaux et des relais citoyens qui sont essentiels et qui peuvent nous aider. Au niveau de l'association, on travaille notamment avec Nicolas Chebroux et Ripsi Métorossian, qui sont peut-être tous les deux dans la salle, sur un projet de mobilisation des associations et de la société civile et des associations qui ne sont pas forcément spécialisées dans les risques, mais pour qu'elles comprennent le rôle qu'elles pourraient avoir à jouer, comité de quartier, association de langue, de sport, etc., en cas de crise, qu'elles pourraient apporter, ce qu'elles pourraient divulguer. Donc il y a ça, s'appuyer sur ces relais locaux et puis avoir un quotidien où on discute de ces sujets-là. Et puis l'alerte, c'est très important, c'est une obligation, c'est indispensable pour gagner la crise. Mais il faut aussi ne pas attendre l'alerte. Et je crois que c'est Christian Somat qui parlait d'autonomie. Et je dirais autonomie et responsabilisation de chacun d'entre nous en tant que citoyen. Et moi, j'ai souvenir sur une autre vie professionnelle de collectivités avec qui j'avais discuté sur des événements de pluie intense et d'inondations rapides, qui me disaient, mais heureusement qu'ils n'ont pas attendu l'alerte. L'alerte est arrivée finalement après coup, tout était joué finalement, l'alerte des services de l'État, et c'est finalement ces réflexes de gestionnaires de camping, de citoyens, le fait qu'ils ne s'étaient pas mis en danger ou qu'ils s'étaient mis à l'abri volontairement sans l'alerte, qui avait fait que les conséquences étaient moins dramatiques que ce qu'elles auraient pu être. Justement, et sans dévoiler, peut-être que tu nous diras demain, est-ce que tu peux nous apporter je pense que tu as du vécu plus personnel, ou en tout cas de la manière dont tu accompagnes des projets aussi aujourd'hui, sur cette société civile qui s'auto-organise quelque part. Oui, complètement. Je prendrai l'exemple de la ville du Lamentin, où depuis 6 mois je travaille avec ces élus sur leur stratégie de résilience. C'est des élus qui ont mis tout de suite les citoyens au cœur de la stratégie. Les quartiers, recenser les radioamateurs, leur mettre à disposition des terrains pour pouvoir installer leurs stations, parce qu'ils sont bien conscients, et Irma nous l'a montré, que sur un territoire insulaire, mais on l'a vu aussi dans les vallées, quand vous n'avez plus d'électricité, la fée technologie disparaît. Et là, ce que j'ai vécu, j'ai vécu 2 moments. Le premier, il faut imaginer Caribou Wave, l'exercice de tsunami sur lequel je suis investi tous les ans. C'était le 23 mars dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, réforme des retraites, grève générale. Je n'ai pas eu un enfant à évacuer pour cet exercice. On avait en plus le secrétaire d'État Outre-mer qui était en Guadeloupe. Tout le monde s'occupait du ministre. Et politiquement, et même au niveau des corps qui sont censés aussi protéger les salariés, on n'a pas du tout eu d'écho. Et donc l'exercice qui était pourtant centralisé sur la Martinique, l'épicentre de l'exercice, c'était éruption de la montagne Pelée. Il faut imaginer 48 États et territoires de la Caraïbe qui évacuent. 800 000 personnes. La France ne fait pas l'exercice. Et donc la ville du Lamentin me dit à ce moment-là, écoutez, quand est-ce que vous pouvez revenir? Je dis, le 4 mai. Donc je reviens le 4 mai, je fais cet exercice avec ses enfants, ses chefs d'établissement, et on évacue 350 enfants, auxquels on explique exactement ce qu'on vient de se dire là, quelles seraient les sirènes, quels seraient les mécanismes d'alerte, on emprunte les itinéraires d'évacuation, on se rend compte que certains profs ne sont pas au courant exactement de ces itinéraires et ou des sites refuges. J'accélère pour pas divulgacher ce que je vais raconter demain. Merci. Mais je tiens à parler de cet exemple-là parce que la légitimité de ces élus lamentins, elle vient du fait qu'ils se soient investis eux-mêmes dans le territoire, et les 21 observateurs et observatrices qui ont rapporté à l'issue de cet exercice-là faisaient partie de toutes les composantes de la société. On avait la police municipale, on avait les associations de prévention, on avait les associations de parents d'élèves, 11 femmes, 10 hommes, et je tiens à le préciser, pas pour être politiquement correct, de parler de féminisation, de diversité, d'inclusion dans ces moments-là. C'est une question de survie.
les exercices où on a réussi à investir, en tout cas à responsabiliser le plus les populations, sont les exercices en général qui ont été menés par des femmes, dirigés par des femmes. Madame Laborieux, je vous salue, qui est l'adjointe au maire sur la sécurité civile. C'est une femme qui, en tant qu'élue, est investie de cette question-là. La responsable des services sécurité civile, pareil, Nadine, Elidie Kozak, a vécu à ZF en tant qu'étudiante antillaise à Toulouse en 2001. Et donc, elle est habitée par cette question-là. Et donc, c'est aussi ces événements malheureux qui se sont succédés, ces profs qui ont perdu connaissance au moment de certains séismes, certains profs des écoles qui ont quitté les classes avant les enfants. C'est animal ce qui peut vous arriver à ce moment-là. Et ils s'inspirent énormément de ce que font les voisins latino-américains, les Cubains, les Vénézuéliens, les Chiliens. Je vous donne 3 chiffres. En 2015, les Chiliens évacuent parce qu'ils ont une très grande stratégie qui s'est polarisée sur la cellule familiale. Familia preparada. C'était la stratégie de l'ONEMI, la cellule familiale. Octobre 2015, ils évacuent en pleine nuit 1 100 000 personnes en 45 minutes. Et je prends l'exemple du Chili parce que c'est un pays latin. Je ne prends pas l'exemple du Japon, c'est martial chez eux. Je prends plutôt un pays latin comme nous, c'est un peu caliente, on a l'impression qu'on n'est pas discipliné. Et pourtant, culturellement, ce pays latin a réussi à préparer sa population, à l'informer, la former, l'alerter en temps et en heure, et comme tu le disais, réflexe, comme les sportifs de haut niveau. L'aléa survient, je sais quoi faire, j'évacue. 1 100 000 personnes, seulement 8 morts à cause du séisme, mais en aucun cas liés